C'est ce qui m'amène aussi à parler d'autres formes de stratégies d'action chez les femmes qui vont peut-être dans un autre sens, mais qui méritent aussi un éclairage, surtout dans le contexte actuel des choses. Et c'est un travail que j'ai commencé dans le cadre d'un projet de recherche sur l'analyse de la propagande de l'État islamique, ou ce qu'on appelle Daesh, par l'image et le texte. Là, je suis tombée un peu par hasard quand je travaillais sur les magazines francophones et anglophones, donc Dar al-Islam respectivement, et Daber, sur des articles rédigés par des femmes. C'est une participation à noter qui est assez modeste parce que parmi les 13 numéros de Daber et les 9 numéros de Dar al-Islam, je suis tombée sur 9 articles. 9 articles rédigés par des femmes, y compris 1 ou 2, 3 articles d'entretien avec des femmes. On a une vision assez victimaire de ces femmes-là qui ont subi une emprise mentale, un lavage de cerveau, et du coup qui sont victimes et qui ne sont pas tout à fait responsables au même degré des hommes, on va dire. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce corpus-là à travers une approche foucaldienne, si vous voulez, qui met l'importance sur l'analyse de discours, sur les pratiques sociales, se dégage de cette analyse. Et j'ai une idée assez claire de ce qui se passe dans le monde féminin de Daesh. Donc déjà, ce qui ressort de ce corpus-là, c'est qu'il y a une hiérarchie dans ce milieu-là féminin qui est assez importante, de la même manière que ça existe parmi le groupe masculin. Mais qui sont les femmes les plus privilégiées pour Daesh? C'est ça la question. Donc, ce qu'on peut savoir à travers ces textes-là, qu'il y a au moins 2 femmes qui deux catégories de femmes qui apparaissent à travers ce discours-là féminin. La première, ce que j'appelle les wa'idat, les conseillères, et deuxième, ce sont les femmes des martyrs. Sachant que toutes les deux appartiennent à un même groupe des femmes, ce qu'on appelle al-muhajirat. Donc, al-muhajirat parce que tout simplement ce sont des femmes de culture anglophone ou francophone qui vont participer à ce genre. Bien évidemment, il y a le parallèle existe dans les productions médiatiques arabophones. Donc, ces femmes-là, je parle d'abord du profil un peu de la wa'ida de Daesh. Ce sont des femmes qui ont une forme de connaissance religieuse qui est pas mal, assez construite, parce que on trouve un registre religieux assez important dans leur production. Et là, je donne l'exemple de Soumaïa al-Muhajira, qui a participé à la plupart des articles qui ont été publiés par Daber et dont une partie a été traduite en français et republiée dans Dar al-Islam. Donc cette femme-là, elle va aborder plusieurs types de sujets. Donc elle va parler un peu social, elle va parler conditions des femmes, elle va parler religion, elle va parler culture, elle va parler parce qu'elle s'adresse déjà à un public féminin. Donc, et ce qui ressort de ces écrits-là, à part son profil, parce qu'on a maintenant une idée comment ça se passe, si vous voulez, ça s'inscrit aussi dans la continuité de ce qui se
passe dans le monde musulman, ces formes de réception ou des salons où on reçoit des femmes et, pour assister à des leçons religieuses. Donc, Soumaïa al-Muhajira et aussi reçoit des consultations des femmes qui habitent dans le dit califat et pour des sujets sur le divorce, sur les rapports conjugaux, sur la question de l'éducation, sur des questions religieuses. Et ce qui est intéressant dans ses écrits, c'est qu'elle va y introduire pas mal de témoignages des femmes qui la sollicitent pour des consultations. Donc, ce qu'on voit, c'est que, et ce qu'elle parle d'une manière très claire, Soumaïa al-Muhajira, qui est la Waïda de Daesh, elle va parler des formes de mécontentement des femmes au sein du califat et des femmes qui se rebellent, mais toujours entre guillemets, contre la polygamie, contre l'esclavage sexuel, contre des conditions de vie qui sont difficiles et qu'on ne les voit pas forcément dans la propagande médiatique de Daesh. Donc, par exemple, sur la question de divorce, bien évidemment, elle va entretenir un discours assez novateur, on va dire. Elle va même aller jusqu'à élaborer des formes spécifiques de djihad conçues pour les femmes. Et comme si, par exemple, djihad contre soi-même, djihad al-nafs, qu'on connaît, qui n'est pas une spécificité des femmes, pour Soumaïa al-Muhajira, ça va devenir une spécificité des femmes, juste pour le simple fait de justifier la mode de vie de ces femmes-là et les normes imposées par Daesh, de cantonner les femmes au rôle domestique et familiaux, de ne pas les laisser s'engager dans les combats, ne pas laisser une liberté de circuler dans les espaces publics, etc., etc. Ou tout simplement le simple fait, selon Soumaïa al-Muhajira, d'accepter la pratique des esclaves sexuels, femmes, par les maris, devient un djihad contre soi. Ou la polygamie, accepter la polygamie devient un djihad contre soi. Donc elle va même aller jusqu'à intituler l'un de ses articles Jihad without fighting, djihad sans combat, et pour faire l'éloge de ce djihad qu'elle l'attribue spécifiquement aux femmes. Autre profil qui ressort de ce corpus féminin, c'est une autre catégorie des femmes qui y a aussi un privilège dans l'hiérarchie sociale de Daesh. Ce sont les femmes des martyrs, Nisa al-Shuhada. Ces femmes-là ont de plus en plus d'espace de parole dans la propagande de Daesh. Pourquoi? Parce qu'on va solliciter ces femmes-là pour parler, pour faire l'éloge de leur mari. Donc, je me rappelle de la femme de Coulibaly qui va faire un récit de vie utopique, très très idéal de son mari, de sa vie, sa trajectoire, tout ça. Et après, elle va se positionner en tant que modèle pour les autres femmes, et que de la femme musulmane, de la femme pieuse, de la femme pratiquante, donner des conseils. Ces femmes-là vont tenir non seulement un discours hyper patriarcal, très normatif, mais aussi un discours un peu religieux, et ils vont aller jusqu'à s'aligner ou un modèle des femmes qui est préexistant, et surtout dans l'imaginaire musulman, comme par exemple
se mettre dans la peau de la femme, des femmes du prophète, ou des femmes des califes. Donc, et c'est aussi caractéristique de ce phénomène Daesh que le mimétisme, hein, dans le sens que donne René Girard à ce terme-là. Donc, ces femmes-là vont aller jusqu'à véhiculer, donner l'impression que ce sont des femmes très très pieuses et qui ont une mission. Et en même temps, la réalité de choses, c'est quoi? C'est que ces femmes-là participent très activement à la diffusion de l'idéologie de Daesh, à sa propagande, à sa doctrine, et ont un rôle assez important dans le recrutement de nouvelles sympathisantes. Donc c'est ça, ce sont les rôles qui se cachent, si vous voulez, derrière ce nouveau discours féminin. Donc ces femmes vont non seulement mobiliser un registre religieux constitué de versets coraniques, constitué des hadiths et paroles du prophète, et des références des savants médiévaux, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Wahhab et d'autres, hein, pas seulement des références salafistes, pour convaincre leur public, et parce que aussi à travers ce registre-là, ils vont pouvoir exercer une forme de pouvoir sur ces groupes-là, en se basant sur une légitimité, on va dire, religieuse, mais on met le mot religieuse entre guillemets. Et pourquoi ça marche? Parce que par exemple en France, 30% de départ en Syrie et en Irak sont des femmes. Donc il y a de plus en plus des femmes qui sont attirées, intéressées par cette idéologie-là. Il y a un nouveau discours féminin qui attire. Peut-être ça peut choquer ici, surtout dans un contexte occidental, qu'un discours ultra-patriarcal va encore attirer des femmes. Moi, j'ai été confrontée à cette réalité-là quand j'ai travaillé avec des femmes. J'ai fait des focus group avec des mères, des familles, des femmes au foyer, des femmes très actives dans le milieu de travail, des femmes ayant un niveau d'instruction assez élevé, et que j'ai ressenti, que ce soit au Liban ou au Maroc, que j'ai ressenti que ce modèle patriarcal, on va dire, n'est pas si mal que ça pour les femmes. Parce que je ne vais pas généraliser, surtout pas, mais il y a toujours un groupe des femmes qui trouvent dans ce modèle-là, patriarcal, le trouvent plus confortable, parce qu'il y a moins de responsabilités. Par exemple, je me rappelle d'une femme qui est institutrice, qui m'a dit, moi, je sais qu'à n'importe quel moment, si je vais arrêter de travailler, je le ferai, et que c'est mon mari qui est obligé de subvenir aux besoins de la famille, donc, ou tout simplement, si j'ai pas envie de participer aux dépenses du couple, je le ferai sans aucun problème, et parce que la norme ici me le permet de le faire. Et c'est pas si mal que ça. Ou tout simplement, je ne vais pas me prendre moi toute seule la responsabilité ou la décision au sein de la famille, et que c'est aussi pour moi plus confortable de laisser mon mari décider ou de prendre la responsabilité de certaines décisions. Donc, oui, on peut dire, oui, c'est attractif ce modèle-là, ce modèle pour certaines occidentales, sachant que au même temps qu'on trouve qu'il y a encore des formes de résistance et d'adaptation avec ce nouveau modèle. Par exemple, ce n'est pas si facile que ça qu'une femme occidentale qui a été élevée dans une condition où il y a beaucoup plus de liberté de circulation dans les espaces publics, ou d'arriver et de s'aligner d'un jour à l'autre à ce nouveau modèle. Ces femmes-là jouent un rôle
très important, elle participe, elle contribue au maintien de la structure sociale de cet état-là, de ce qu'on peut aussi appeler cette nouvelle forme de société. Donc, au cas où les femmes ne vont pas pouvoir s'adapter avec le temps à ce nouveau modèle, et comme il y a beaucoup de femmes aussi d'émigrés et d'origines différentes, géographiques différentes, cette structure-là risque de s'effondrer. L'autre scénario, qu'avec le temps, les femmes vont s'adapter à ce nouveau modèle et qui vont pouvoir tout simplement participer à sa reproduction parmi les générations. Et là, ça devient, pour certains, on va dire, et surtout ici, peut-être un peu plus risqué, voire même dangereux, parce que ça contribue au maintien de cette structure pour longtemps. Il est important de dire que les mêmes motivations pour les femmes et pour les hommes ne se différencient pas. Donc, est-ce qu'une femme qui va sympathiser avec cette idéologie-là, qui va peut-être après l'admettre et partir en Syrie, si elle va le faire, elle va le faire parce qu'il y a une cause sacrée derrière. Pour aussi, on trouve ça pour les hommes. Les hommes sont motivés parce que, surtout, il y a une cause sacrée derrière. Donc, c'est un discours aussi de foi qui mobilise les hommes et les femmes. Et malheureusement, en France, il y a toujours un déni de l'importance du facteur religieux dans cet engagement-là. Donc, où on va montrer ces gens-là en tant que tarés, des fous, des gens qui ont subi un lavage de cerveau, ou qui sont sous l'emprise mentale et qui sont partis, mais à aucun moment on va prendre ces gens, ces hommes et ces femmes-là au sérieux, et qu'on va dire que oui, elles sont intéressées, il y a quelque chose qui les intéresse. Il y a non seulement une cause sacrée, mais, enfin, je mets cause sacrée entre guillemets, parce que c'est au cœur de la propagande de Daesh, mais il y a aussi un nouveau projet de vie. C'est un nouveau projet de vie, c'est une vie alternative à ce que les sociétés occidentales proposent ici. Donc, il y a un peu d'aventure, il y a un peu de désir de changer de mode de vie, et d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et il y a aussi cette offre complète que propose Daesh à travers sa propagande. Moi, je peux m'imaginer à la place d'un jeune de la banlieue française qui va passer tout son temps à l'extérieur dans la rue en train de varder avec ses amis, ses copains, parce qu'il a du mal à trouver travail, ou tout simplement à trouver sa place dans sa famille pour des raisons X ou Y, et qui va tomber sur quelque chose sur internet, ou un ami qui va lui parler, tout simplement lui dire mais vas-y, on peut aller là-bas, on va trouver un travail, on va trouver une femme, on va trouver une maison, et on va pouvoir faire des enfants, et en plus on va défendre une cause sacrée. Donc la question, qu'est-ce que nos sociétés vont pouvoir proposer en face de cette offre-là? Quel projet on va proposer? Moi, je m'imagine en face d'un jeune qui a été retenu ou qui est rentré pour des raisons X ou Y, de lui dire, est-ce que si tu avais reçu une offre de travail au Canada ou en Australie en même temps de l'offre reçue par Daesh, tu aurais pu choisir quoi? J'aimerais bien entendre sa réponse. Parce que je suis persuadée que ce sont en grande partie, en fait, ces opportunités-là qui l'ont poussé à prendre ce choix-là.
Donc, je pense que c'est ça le cœur du sujet. En fin de compte, quand on travaille sur le phénomène de Daesh, c'est d'adopter une approche transversale. Aussi, j'aimerais bien insister sur l'importance de travailler en équipe pluridisciplinaire, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, et quand je suis tombée sur entre un tiers et 2 tiers de corpus religieux que je connais pas forcément, j'ai été un peu perdue. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir répondre? Je connais pas ces versets, même si j'en ai entendu parler de ces versets-là ou de tel ou tel hadith ou telle référence religieuse, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir répondre. Et je pense que le fait de répondre, et ce que malheureusement a fait certaines institutions religieuses ici en France, c'est que de répondre avec un hadith pour contredire un hadith, ou un verset pour contredire un verset, ou un savant ou un alim pour contredire le alim de Daesh, est une grande erreur. Parce que eux, ils ont une méthode spécifique à eux, et qui pour le moment marche super bien, parce que ils détournent, ils décontextualisent ce corpus religieux et le recontextualisent pour légitimer leurs propos. Donc si eux, ils vont par exemple sur la question de la violence, ils vont sortir quelques versets ou quelques références, et nous on va leur répondre avec un verset sur la tolérance, et bien ils vont nous sortir d'autres versets sur la violence, et d'autres références, d'autres courants religieux sur la violence. Donc je trouve que de faire un travail avec des théologiens, avec des islamologues, pour faire émerger cette méthode-là, qui pour le moment personne n'en parle, moi je l'ai, enfin, même moi j'ai jamais pensé que ça fonctionnait comme ça, et sauf au moment où j'ai commencé à travailler avec un islamologue. Donc c'est là où on a découvert ensemble en fait les techniques de cette méthode-là et sa mise en scène dans les productions médiatiques et de Daesh. Et c'est là où j'ai commencé à lire et relire des pages de Dar el-Islam, à voir et revoir des vidéoclips et des images, où j'ai compris que ce n'est pas si facile que ça de contredire cette propagande. Il faut faire quelque chose de bien. Ce sont des gens qui maîtrisent bien les nouvelles technologies de l'information et de communication et qui travaillent avec une certaine professionnalité et qui ne font pas des choses d'enfants, enfin, comme on entend ici dans les médias en France, ou sur la bouche de certains chercheurs qui travaillent sur le sujet, que ce sont des simples images construites, c'est du montage, des jeux vidéo, et c'est comme ça qu'on influence et qu'on lave les cerveaux des jeunes. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ressent ce projet de vie parce qu'il n'y a pas que des images violentes dans la propagande de Daesh, il y a des images, des marchés où on voit des djihadistes faire des courses, animer des jeux, jouer avec des enfants, nager. On voit aussi la structure, on voit des bulldozers qui vont participer au nettoyage. On va voir des rues très propres, on va voir des djihadistes brûler des cannabis
pour dire que c'est comme ça, notre méthode est radicale, mais c'est comme ça, c'est notre société, c'est notre modèle. On va voir aussi distribution d'argent aux pauvres. Donc, toutes ces images-là véhiculent un discours, véhiculent un nouveau projet de vie qui intéresse tristement de plus en plus du monde. Donc, ce n'est pas si facile, c'est pas pour dire ça reste une propagande, il faut nous en tant que professionnels et chercheurs, on a la capacité de prendre une certaine distance avec cette propagande-là, mais moi je me mets dans la peau d'un jeune qui tout simplement qui va se retrouver fasciné devant des mélodies, des chants, des anachides, chants rituels, qui ne parlent pas uniquement de la violence, qui parlent aussi des histoires de vie, avec des belles voix. Donc il y a une attractivité assez importante dans cette propagande-là qu'il faut travailler, qu'il faut analyser pour pouvoir comment on peut prévenir les jeunes, surtout des jeunes qui sont concernés par cette propagande-là, et les sensibiliser à ces techniques-là, les sensibiliser comment il faut lire de la même manière qu'il faut aussi sensibiliser nos jeunes quand ils regardent la télé ou quand ils jouent sur les jeux vidéo, parce qu'il y a aussi des formes de violence. Sensibiliser, c'est important dans cette lutte-là, de sensibiliser les jeunes à ces images-là et aussi à l'usage des nouvelles technologies, des médias et de l'information. Quel rapport on va avoir avec ces nouvelles technologies, leur apprendre tout simplement à avoir de la distance, l'esprit critique qui est aussi assez important, et ça me renvoie aussi à une enquête que j'ai réalisée au Maroc avec une centaine de jeunes sur leurs usages des réseaux sociaux, et qui est purement communicationnel, hein. C'est en fin de compte ça aussi, c'est que comment on va transformer ces nouvelles technologies qui sont très très présentes dans nos vies, un outil efficace dans la vie et productif, je dirais. Tout ça, ce sont vraiment des sujets qui sont en lien, parce que la lutte contre la radicalisation violente inscrit tous ces volets-là, et pas uniquement un processus de ce qu'on appelle déradicalisation, parce que sortir un cerveau, le remplacer par un autre, ce n'est pas si facile que ça. Donc il faut travailler sur plusieurs sujets, plusieurs plans en même temps pour arriver à une vraie solution. Entreprendre une trajectoire en sociologie, depuis les premières années travailler sur des questions très diverses, questions de l'école, la violence à l'école, le travail des enfants, après passer le rôle de surveillant à l'école, pour arriver au sujet des femmes et de ses représentations dans les médias arabes, pour arriver au sujet des usages des réseaux sociaux et des médias, et après aux questions de radicalisation violente, toujours à travers le spectre des médias. C'était une richesse pour moi. C'est ce que j'aimerais bien faire après, parce que mon travail sur la propagande de Daesh par l'image et le texte constitue la première partie d'un projet, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et deuxième partie, c'est tout simplement, malgré le fait que je l'ai inscrit dès le début dans le cadre d'une recherche d'action, en créant
mon carnet de recherche sur la plateforme hypothèse.org sur le thème contre discours radical, c'est d'aller sur le terrain à travers les acteurs associatifs et sensibiliser les jeunes, sensibiliser les mères des familles, les pères de famille, sensibiliser des acteurs institutionnels, aussi des acteurs associatifs, des politiciens, pourquoi pas, sur l'importance qu'on doit donner à l'usage des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et aussi sensibiliser sur une question que je trouve centrale, qui est aussi la question de la communication, malgré le fait que nos jeunes communiquent beaucoup via ces nouvelles technologies, mais ils communiquent très peu avec les adultes, surtout sur des sujets qui relèvent du social, du politique, du religieux. C'est ce qu'on a besoin, on a besoin de créer de plus de canaux de communication avec nos jeunes, avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs, un peu partout, et de leur donner la parole et les écouter leurs opinions sur ce qui se passe autour d'eux. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai trouvé qu'après les attentats du janvier 2015 en France, qu'il y a une grande partie de l'opinion publique qui a été choquée de l'attitude de certains lycéens, écoliers, des adultes aussi, qui ont dit « nous, on n'est pas Charlie ». Bon, ça a choqué. Oui, mais tout simplement, c'est la première fois que je trouve qu'on a laissé la parole à ces jeunes-là. Peut-être c'était le choc de ces attentats-là qui ont fait que ces jeunes-là et ces ados n'ont pas attendu la permission de leur donner la parole. Ils ont pris tout seuls la parole, ils ont dit non, moi je ne suis pas Charlie, moi je suis Charlie, moi je ne vais pas dire je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie, moi je suis d'une autre opinion. Donc je pense que c'est ça le cœur du problème, c'est laisser plus d'espace de parole aux jeunes pour s'exprimer, pour s'épanouir, et c'est comme ça qu'on va pouvoir échanger plus avec eux et faire tomber les barrières qui existent entre nous et eux. Et c'est ce que je remarque quand je discute ou j'entends des gens qui travaillent avec des jeunes radicalisés, de dire que ce n'est pas facile, on n'arrive pas trop à discuter, il y en a qui refusent de discuter avec nous. C'est parce qu'on n'a pas créé de la confiance avec cette jeunesse-là, et on ne peut pas créer la confiance en dehors d'une bonne communication et d'une bonne partage de paroles avec cette jeunesse-là. J'aimerais bien juste terminer pour rebondir sur les manifestations, surtout en France, des lycéens contre la loi du travail, la loi Al-Khomri, qui ont tout simplement tourné en ridicule ces formes. Ils ont dit on ne va pas les prendre au sérieux, ce sont des lycéens, ils sont pris par l'émotion. Mais pourquoi pas? C'est aussi leurs avenirs. Donc ils ont le droit de s'exprimer, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Et notre devoir, c'est de les écouter et de discuter avec eux pour essayer, pour arriver à un compromis, pour que tout le monde, pour créer cette ambiance en fait de confiance dans la société. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et qu'on va pouvoir combattre la radicalisation violente, qu'on va pouvoir combattre la délinquance, enfin plein d'autres sujets, et pas que la radicalisation violente.